Je ne suis ni journaliste, ni historienne, mais j'ai eu un très bon accueil. Mais pour moi, ce qui est la divulgation continuait à être important. Donc, il y a environ 3 ans, je suis allée un jour à une avant-première d'un documentaire qui s'appelle Otto Skorzeny, l'homme le plus dangereux de l'Europe. Et j'étais curieuse parce que je savais que Urraca avait eu quand même une certaine relation avec Otto Skorzeny. Bon, c'était un nazi qui s'est installé aussi en Espagne. Et donc, je savais qu'ils se connaissaient parce que Skorzeny avait offert un avion Stuka en jouet à mon père quand il était petit. C'était la seule chose que je savais. Donc, je suis allée un peu curieuse de voir ce film. Et comme c'était une avant-première, comme celle d'aujourd'hui, il y avait les réalisateurs qui étaient présents. Donc, à la fin de la séance, je me suis rapprochée de l'un d'eux. Je lui ai expliqué sommairement qui j'étais, qui était Pedro Urraca, et je lui ai donné ma carte. Et à ma grande surprise, quelques semaines plus tard, il me téléphone et il me dit que oui, qu'il serait intéressé à produire un film. Et c'est là qu'on a commencé à travailler. Donc c'est pour ça que je suis très reconnaissante au réalisateur, à Pedro de Chave de Kindrop, qui est la personne que j'avais connue à l'époque, et Philippe Solé de Segula Films, parce qu'ils se sont intéressés au sujet de Pedro Urraca et de l'exil républicain, et aussi très reconnaissante parce qu'ils ont introduit mon propre procès de désaffiliation dans le documentaire, mais avec beaucoup de délicatesse. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est toujours un sujet très épineux, pénible, et pour moi, c'est toujours difficile. Simplement, la seule chose que le documentaire n'a pas abordé, le sujet, c'est qu'il y a une possibilité que Pedro Urraca aurait aidé la Gestapo d'une façon indirecte à localiser et à identifier Jean Moulin. C'est une thèse que je dois développer, qui n'est pas très bien étayée dans les documents, mais il y a quand même des indices qui portent à croire que vraiment il y aurait eu une participation dans le cadre de cette relation de cette collaboration très proche. Moi, je trouve que c'est un très bon documentaire. Je suis vraiment très contente du résultat et j'espère qu'il vous plaira. Merci. Bonsoir, merci Loreto. Le film, il est un film très complet par rapport au personnage et par rapport à la famille Urraca. Et en même temps, c'est un film incomplet dans le sens que les archives sont inaccessibles toujours par rapport aux serviteurs franquistes. Donc, nous avons eu en main plusieurs dizaines de documents, mais il nous en manque de documents. Il manque toujours des documents essentiels qu'on voudrait retrouver, mais qui sont fermés, c'est-à-dire c'est interdit, tout simplement. Il faut qu'il passe, je ne sais pas combien d'années encore, pour y accéder, même si théoriquement on y a droit. Donc, la carrière de Pedro Urraca commence en 1939 et il termine en 1982. Et donc, le film, il traite surtout la partie, on évoque le reste, mais surtout, il évoque la partie 39-45, c'est-à-dire à la libération et un an plus tard de la libération, quand il est obligé à partir. Dans le film, nous n'avons pas cet Urraca aussi qui a travaillé en Belgique et il a fait tomber des dizaines et des dizaines de gens, d'abord communistes, anarchistes, puis des gens de l'ETA. Donc voilà, vous avez vu, je crois, un film qui est un petit chef-d'œuvre de montage, de documentation, et puis témoignage très émouvant et très poignant de Loreto, et puis même de Véronica. Avant, je voudrais juste souligner le caractère universel de ce travail de mémoire. Moi, je viens de très loin, donc comme ça a été dit, je viens du Chili, en passant par le Mexique. Et c'est au fond le même combat. Et on s'est rendu compte avec Loreto que aussi bien les crimes contre l'humanité que la lutte contre ce type de violence
ont un caractère non seulement transnational, mais vraiment universel. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu se rencontrer et qu'on a rencontré d'autres descendants de tortionnaires, que ce soit des enfants ou des neveux, des nièces, des petits-enfants. Et on a tous une expérience en commun et un horizon commun qui est celui de la mémoire, la vérité et la justice. Et il n'est pas difficile de transposer tout cela à la France. Je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et on serait très heureux d'avoir des désobéissants français. Pour l'instant, on n'est que des Chiliens. Le mouvement d'histoire désobéissante se trouve et a été fondé au Chili, en Argentine, Uruguay, Paraguay, Brésil, El Salvador, Espagne, l'Argentine, bien sûr, et on est en contact avec quelques descendants de nazis, et je pense que ça peut avoir beaucoup de... Oui, vraiment, c'est ce qui nous réunit, cette filiation, et je pense que ça peut avoir beaucoup de retentissement si on continue à travailler ensemble. Oui, un grand merci pour ce très beau film, utile et généreux. Alors, la question quand même qui me titille, c'est que pas un moment, on parle de la mère. La mère, elle a un nom. Elle n'existe pas dans le film. Votre mère, madame. Vous voulez dire voilà. Si, donc, elle existe dans le film. Elle existe, c'est Hélène Cornette. Non, la grand-mère, pardon. Oui, la grand-mère. La grand-mère, oui. La grand-mère, oui. On la nomme plusieurs fois même. Hélène Cornette. Et la mère, votre mère. Vous voulez dire ma propre mère, oui. Non, elle n'est pas dans le film. Elle a souffert, disons, ce processus de ma désaffiliation parce qu'elle a vu que je souffrais. Mais quand même, elle m'a beaucoup appuyée depuis le début. Et pour elle, c'était dur aussi, parce que ça lui rappelait beaucoup de choses de sa vie qui étaient vraiment... c'est-à-dire sa vie en commun avec son mari. Une fois que ça s'est terminé, ce n'était pas une vie facile à l'époque en Espagne, où ça n'existait pas ni le divorce, ni la séparation. Donc pour elle, c'était très dur aussi de se rappeler de tout ça. Donc me voyant faire des recherches qui n'étaient pas agréables pour moi, elle souffrait parce que je souffrais. Mais elle m'a toujours appuyée. Oui, c'est ça. À aucun moment, parce que ça serait la chose naturelle, c'est de prendre le nom de votre mère et pas de votre père. C'est possible, ça. Ah, de changer mon nom, oui, vous voulez oui, dire? Oui. C'est vrai que, disons, ma première réaction de nier que j'étais sa petite fille, non, est-ce que c'est possible que ça m'arrive à moi? C'était peut-être une possibilité de changer le nom, parce que c'est vrai que c'est un nom beaucoup plus commun. Mais d'un côté, c'est quand même assez difficile d'un point de vue administratif qu'un juge... maintenant, c'est un peu plus facile, mais à l'époque, c'était encore quand même un peu compliqué de réussir à changer le nom. Mais par après, je me suis dit, c'est vrai que c'est un nom qui est ridicule, parce que pour les gens qui ne savent pas l'espagnol, urraca veut dire la pie voleuse. C'est l'oiseau. Donc, c'est déjà ridicule. Quand j'étais petite à l'école, j'ai dû vraiment lutter pour mon prénom et pour mon nom. Les enfants faisaient toujours des blagues à ce sujet, non? Donc, je me suis dit, si j'ai réussi à passer le cap de l'enfance et de l'adolescence avec ce prénom et ce nom, pourquoi maintenant je dois me débarrasser de lui parce qu'il est sale? Je préfère le laver et le porter avec dignité. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui, pour prolonger la question de ma voisine, je me disais, et je voulais savoir, est-ce que votre mère avait conscience de l'histoire de son mari? Est-ce qu'elle était au courant du poids de tout ça? C'était ça qu'on se posait comme question. Non, c'est-à-dire mon père lui-même, celui qui apparaît au documentaire, il savait très peu déjà, parce qu'il a vécu peu de temps avec eux. Il était ou bien avec sa grand-mère, ou bien quand il était plus jeune en Belgique, dans des lycées en internat.
Et seulement, quand il a été grand, il a commencé peut-être à comprendre ce que était son père. Mais ma grand-mère, c'est-à-dire la femme de Pedro Urraca, Hélène Cornette, elle savait tout. Elles étaient vraiment très unies dans le sens de les affaires, disons, contre l'exil ou les Juifs. Elle était vraiment au courant. Mais donc, si mon père ne savait pas grand-chose, ma mère savait encore moins. Elle savait très peu de détails. D'accord. Et puis, je voulais en profiter aussi pour remercier la personne qui a fait le film, parce que je trouve que ce film est exemplaire, dans la mesure où, d'une affaire de famille un peu personnelle, ils en font... Enfin, ils ouvrent sur tout un espace aussi bien la répression et les douleurs que cela entraîne, aussi bien sur les victimes que sur les descendants des tortionnaires. Et aussi, on voit le côté universel. C'est en Espagne, mais on voit que c'est aussi au Chili et en Amérique latine, Dieu sait, etc. Et aussi, je trouve qu'il y a un côté très humaniste, dans le sens où, quand tu es une ordure, tu es une ordure partout. On s'aperçoit que ce type-là, il hésite à rien, quoi. Franchement, il va tremper dans tout, et tout est bon pour se rouler dans la boue. Et je trouve que c'est très pédagogique aussi. C'est-à-dire, et aussi, il éclabousse les autres, y compris sa propre famille, parce que quand même, on s'aperçoit qu'ils ont été dégueulasses avec leur fils, quand même. Ils auraient pu au moins être bons pères et bonnes mères. Eh bien, même pas. Et ce qui n'est pas le cas de tous les tortionnaires. Hein. Mais vraiment, je trouve ce film très universel. Et il est vraiment intéressant à ce côté-là, parce que c'est pas que votre histoire, c'est pas que l'histoire de Madame, ça pourrait être n'importe où. Et je voulais juste te dire que je trouve, excusez-moi d'être un petit peu long, je trouve que en France on va avoir du mal peut-être à faire les désobéissants, parce que moi, comme dans beaucoup de familles françaises, on a les deux, c'est-à-dire on a une résistante et puis un collabo, et le collabo, quand il est mort, il a été tué un peu bizarrement, bon, enfin bref, il y avait mort pour la France, voilà. Hein, et la résistante, elle n'a pas eu mort pour la France. Enfin, bon, ça a été bien caché, bien planqué, parce qu'on est des victimes, moyennant quoi, pas vu, pas pris, tout ça c'est... Voilà. Et on n'a même pas le courage, on n'a pas eu le courage, sous prétexte de vivre en paix, on n'a pas eu le courage de laver le linge sale, quoi. Moyennant quoi, on voit ce qu'on se tape maintenant. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la question des noms de famille, parce que la question se pose souvent dans le collectif, aussi bien pour Loreto que pour moi, pour d'autres camarades. Le mouvement en Argentine s'est déclenché à partir du moment où une fille d'un tortionnaire très connu a dit « Ce n'est plus mon père et je change mon nom, j'adopte celui de ma mère ». Et donc, elle a changé de Mariana Echecolat à Mariana do Paso. Ça, c'était un choix. Et après, il y en a eu d'autres qui avaient décidé de garder le nom de famille. Et il est très significatif que l'une des représentantes du collectif en Argentine a écrit un livre qui s'appelle « Llevaré su nombre », « Je porterai son nom ». Et donc, c'est un peu la même démarche que celle de Loreto, mais c'est un choix. Et bon, toutes les décisions sont valables, mais c'est vrai que la question du nom est très, très importante. Bonsoir, je ne voulais pas répéter sur le bien que peut faire ce documentaire, très bien réalisé et très bien écrit aussi. Je voulais poser une question un peu plus personnelle. Je voulais savoir si vous avez des enfants. Merci pour la question. Et je peux répondre. J'ai une fille. Et je peux raconter une anecdote parce que j'ai sa permission. Parce que c'est vrai que c'est personnel. Il y a la question des 18 ans. Quand mon père a fait ses 18 ans, plus ou moins on l'expulse de la maison où il part... content, mais il part quand il a 18 ans. Quand moi j'ai les 18 ans,
on m'impose plus ou moins de connaître les 3 membres de la famille paternelle. Mais après, j'ai coupé les liens, même avec mon père. J'ai très peu de rapports et maintenant, ils sont un peu meilleurs. Mais c'est justement parce que cette journaliste, Gemma Aguilera, quand elle m'a contactée, c'était pour écrire un reportage parce que c'était le 70e anniversaire de l'exécution de Luis Companys. Et donc, elle m'a retrouvée. Mais elle m'a retrouvé aussi mon père. Elle ne me l'a pas dit à ce moment-là. Mais quand j'ai vu le reportage, je voyais mon intervention, mais à côté de celle de mon père. Ma fille, à ce moment-là, elle avait environ 17 ans. Et bien sûr, à la maison, entre mon mari, moi et ma fille, qui seulement écoutait, parce que ça me bouleversait tout ça, non? Donc c'était un sujet de conversation constant. Et donc, quelques mois, bon, le reportage est sorti, est apparu, et quelques mois plus tard, ma fille avait déjà les 18 ans, elle me dit « Maman, je dois parler avec toi ». Je me suis dit « Aïe ». Et non, elle me dit « Écoute, j'ai pris contact avec Gemma Aguilera et je lui ai demandé l'adresse de mon grand-père. Et en plus, elle me demandait de la conduire où elle avait rendez-vous avec lui parce que finalement, il n'habite pas trop loin de moi et elle avait besoin de quelqu'un qui la conduise où elle avait ce rendez-vous. C'est-à-dire, quand elle a eu ses 18 ans, c'est elle qui a décidé qu'elle voulait connaître son grand-père. Parce que si on n'avait pas de rapport, c'était un peu à cause de moi, que moi je refusais ce côté de la famille. Donc finalement, il y a eu quelque chose de positif dans toute cette histoire. Parce que mon père, quand il a connu sa petite fille, sa seule petite fille, il était quand même âgé et elle est tombée du ciel vraiment. Et ça ils ont des bons rapports, beaucoup mieux que moi et mon père, mais au moins ça leur enrichit tous les deux. Oui, bonsoir. Moi, je voulais poser deux questions. Une question au réalisateur sur la partie qui est une partie fiction que vous traitez à l'image comme une bande dessinée. C'est-à-dire, c'est vous qui avez fait la fiction? Oui, tout à fait. D'accord. C'est un choix. Ouais, d'accord. Ok, oui, le traitement bande dessinée nous prouve que c'est bien évidemment, c'est pas vrai entre comillas. Ouais, d'accord. Et je voulais vous demander pourquoi votre père, sachant qui était votre grand-père, a absolument voulu vous les présenter quand vous aviez 18 ans. C'est très ambigu. Bon, bien sûr, il savait que c'était ses parents. Peut-être même à cette époque-là, il ne savait pas tout à fait ce que était le travail, disons, de son père, ou même quels étaient ses différends. Mais à l'époque, mon père travaillait toujours en France, parce que lui, il a très peu vécu en Espagne. Quand il a quitté ma famille, il est rentré en France travailler. Donc, il était toujours en poste, donc il travaillait. Mais par contre, ses parents, vraiment, après une retraite très, très poussée, ils étaient rentrés en Espagne, à Madrid, où j'habitais. Donc, je ne sais pas si c'est à leur demande ou sa volonté, mais finalement, moi, j'avais un peu l'impression que l'intérêt qu'ils avaient, c'est que j'étais leur seule petite fille. Et comme ils étaient déjà très âgés et ils étaient aveugles, lui, il était complètement aveugle. Il ne m'a jamais vue. Mais elle avait beaucoup de difficultés aussi avec la vue. Donc peut-être, comme j'étais leur seule petite fille, je pourrais me charger de leur... c'est-à-dire de vraiment les accueillir comme de personnes très, très âgées. Oui, mais c'est votre père qui a fait la démarche. C'est mon père qui m'a téléphoné le jour où j'ai eu mes 18 ans. Je ne sais pas si c'était sa volonté ou peut-être poussé par ses parents. Ça, je le sais pas. En tout cas, vouloir vous montrer quand il est aveugle, je trouve ça pas mal quand même. Faut le faire. Mais ce qui m'a interpellée aussi pendant le film, c'est que vous dites se reconstruire. Et souvent, enfin,
nous, de l'autre côté de la salle, on a des traumas mais qui viennent de l'enfance. Mais vous, ça ne vient pas de l'enfance. En fait, vous étiez déjà bien... Bon, vous aviez une douleur de ne pas avoir été élevé par votre père, mais vous ne connaissiez pas l'histoire politique. C'est vrai, effectivement. Disons, le trauma que j'avais quand j'étais petite, c'était d'être pressée avec une famille où il n'y avait que ma mère et que ma grand-mère maternelle. On était les 3 femmes et je ne savais rien de la partie de la famille paternelle. Sauf que ce Pedro Urraca travaillait à l'ambassade en Belgique. Je ne savais rien de plus. Et donc, c'est vrai que faire leur connaissance me rapportait un peu de mon identité. Mais finalement, moi, j'ai eu une enfance tout à fait normale. C'est vrai qu'à l'époque, en Espagne, c'était très rare. Une fille seule, avec une mère, c'était rare. Mais à part ça, c'était normal. J'étais contente. Félix, comment est-ce qu'on dit heureuse. C'était une enfance heureuse. Je ne peux pas du tout me plaindre, non. Mais par contre, en 2008, j'ai appris par la presse, là, ça, c'était vraiment un choc. C'était un choc. Oui, je comprends. Il y a des dommages collatéraux, la guerre d'Espagne, des 2 côtés. Oui, mais là, j'étais grande. Oui, vous étiez grande. Heureusement, oui. Merci pour le film, que j'ai trouvé très intéressant. Comment à partir d'une histoire individuelle, on revient à la grande histoire et on voit tout ce qui s'est passé à travers la fin de la guerre, la fin de la République en Espagne, l'exode et puis la Seconde Guerre ici en France. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand vous faites la comparaison entre le Chili ou l'Argentine ou l'Espagne, il y a quand même une grosse différence, parce que, ou même l'Allemagne, ou même la France, même si la France, elle n'a pas fait beaucoup de travail de mémoire, mais elle en a fait quand même. L'Allemagne a fait un travail de mémoire, bien sûr, c'est incomplet. L'Argentine a fait un travail de mémoire. Le Chili a fait un travail de mémoire. Oui, mais enfin, mais en Espagne, tout a été bouclé, quoi. Et c'est vrai, ça le montre dans le film, enfin, la plupart des gens ici le savent. Ça se comprend très bien pendant les 40 ans du franquisme, mais on voit très bien que les 40 ans qui ont suivi, où il y avait encore des gens qui étaient vivants, parce que maintenant la plupart des gens qui ont vécu directement sont morts. Et maintenant, c'est de la récupération. Ce que tu disais, Philippe, c'est qu'il y a plein d'archives qui sont encore, en tout cas ce qui est des crimes du côté fasciste, sont bien scellés, quoi. Et je pense que ça, c'est vrai que ça laisse une plaie pour tout le monde, aussi bien vous qui êtes fille de tortionnaire, moi qui suis fille d'exilé, de l'autre côté. On porte tous quelque chose qui n'a pas été... où il n'y a eu aucun travail, quoi, aucun jugement. Tout a été... Alors bien sûr que maintenant, il y a une tentative de mémoire historique, c'est vrai, mais bon, c'est quand même pas grand-chose. Et il manque beaucoup d'éléments, il va manquer beaucoup, il y aura quand même un trou, quelque chose qui est une déchirure en Espagne qui est encore bien active. Et on l'a vu un petit peu avec ce qui s'est passé, par exemple en Catalogne, avec la répression qu'il y a eu, qui continue actuellement en Catalogne, qui est aussi, ce sont des dommages collatéraux de ce qui s'est passé dans tous ces moments tragiques de l'histoire. Oui, je pense que c'est évident le problème en Espagne, parce que il faut expliquer comment Pedro Urraca, il apparaît dans l'histoire. Il a fallu 4 générations pratiquement d'historiens pour arriver à savoir son nom. Les premiers historiens qu'aujourd'hui ils ont 90 ans, 90 ans, ou déjà ils sont décédés, ils se sont trompés parce qu'ils ont trouvé le nom de Pedro Urraca, mais pas Rendueles. Donc il y avait un autre Pedro Urraca quelque part dans les archives, et qui n'était pas donc celui que nous avons dans les films, évidemment. Et donc ils ont cherché pendant des années qui était celui qui avait livré à Franco, le président Luis Companys de la Catalogne et les autres républicains, bien sûr. Donc, il a fallu la première génération. La deuxième génération, qui est déjà dans les films, c'est l'historien Jordi Guixé, que déjà, il a pu savoir, avec ce que les autres lui ont donné, les historiens se succèdent au niveau universitaire, bien sûr. Donc, ils ont connu le nom complet de Pedro Urraca Rendueles,
parce qu'ils ont trouvé les actes d'interrogation, les interrogatoires à la santé à Paris de Louise Compagne. Mais il a fallu encore 10 ans de plus pour qu'apparaisse Gemma Aguilera, qu'en fait, Loreto l'a souligné, mais peut-être pas de cette façon-là, en fait, elle contacte d'abord le père à Loreto, 10 ans auparavant. Et donc, c'est là où il commence à apparaître dans les caisses, gardées dans un garage que lui, il n'avait jamais ouvert, et il décide, mais il décide comme Loreto, c'est un processus, il décide d'affronter, d'ouvrir ce carton pour voir ce qu'il y a. Et là, c'est la surprise de ce document que finalement le père Loreto a donné à l'Archive nationale de la Catalogne. Mais c'est là où le personnage Urraca apparaît dans l'histoire finalement. Et puis, il a fallu encore 10 ans de plus pour que Gemma localise Loreto et Loreto, bon, je ne peux pas parler d'elle, c'est ma copine de travail ici, donc elle a déjà parlé comme il faut et c'est parfait. Donc, c'est un long processus finalement. Et c'est vrai que quand moi j'ai parlé que les archives sont fermées, ils sont vraiment fermés, c'est-à-dire on ne peut pas savoir pratiquement rien de ce qu'il y a dans les archives espagnoles. On peut savoir des choses dans les archives françaises, dans les archives allemandes aussi, d'ailleurs, et les cartons que la grand-mère à Loreto a gardés avant, il ne les a jamais jetés, il aurait pu les jeter, c'est tout simple. Et donc c'est quelques milliers de fiches qu'il y a. On connaît ce qu'il a, c'est-à-dire par ces milliers de fiches, on connaît la persécution d'antifranquistes, pour simplifier, c'est pas d'antifranquistes en Belgique, parce qu'il y a des milliers de fiches. Et donc, il y a même un cousin à moi, il a été poursuivi par Urraca, par exemple, parce que j'ai trouvé la fiche. Autrement, je ne le savais pas. Donc, pour dire que c'est des histoires très compliquées à dévoiler. Bon, nous, en tant que réalisateurs, Pedro Dechave et moi-même, on a été vraiment accueillis par la famille de Loreto d'une façon extraordinaire. Elle nous a donné son récit, elle nous a traités d'une façon incroyable. Et ça, nous tenons à la remercier toujours. Mais en même temps, c'est vrai qu'il manque une partie de Pedro Urraca qui est très importante à connaître. Et cette partie-là, c'est la suivante génération peut-être qui pourra la dévoiler. En définitive, c'est ça. Je voulais juste ajouter que par rapport à cette comparaison entre les pays, nous on dit souvent que la désobéissance est une sorte d'instrument de mesure pour déterminer l'état de santé de la mémoire de nos différents pays. En Argentine, il y a autour de 70 désobéissants. Au Chili, on est 15. En Uruguay, ils sont 5 ou 10. En Espagne, il n'y en a qu'une. Donc voilà où on en est. Oui, enfin, moi ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé le film, enfin, le documentaire très émouvant et pas du tout larmoyant. C'est-à-dire qu'il était, c'est un documentaire très courageux. Et je pense que c'est important de le souligner. Et ça rappelle un peu tous les discours que l'on entend dans des assemblées comme ça. On entend « Ah, je suis fils, je suis fille de républicain, je suis fille de... » On n'a rien fait, nous. Ce sont nos parents. Je veux dire, c'est ce que disait René Char, qui lui était un combattant. Il dit notre passé n'a pas de testament. Et je pense qu'à ce niveau-là, la culpabilité ou la fierté n'a rien à faire là-dedans. C'est ce que fait un individu, femme ou un homme, par rapport à sa propre vie. Et je pense que c'est ça qui est important. Quand on voit des témoignages comme ça, enfin, il y a eu un témoignage aussi du dessinateur de BD, Druillet, qui est extraordinaire. Je crois qu'il y a eu un film, d'ailleurs, un documentaire qui a été fait par la télévision catalane, qui est assez extraordinaire, parce que lui, son père était fasciste, enfin pro-nazi, s'est réfugié en Espagne, a été condamné à mort aussi en France, hein, et tout d'un coup, il a découvert, il y a quelques années, que ça lui a
explosé à la figure. Mais je pense que on ne va pas reprocher aux gens, aux enfants de Mengele ou autres, ce qu'ont fait leurs parents ou ce qu'ont fait leurs arrière-grands-parents. Je pense que ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Par contre, je rappelle qu'au moment de l'enterrement de Franco, son petit-fils, avec fierté, portait les ossements de son grand-père. Et ça, je pense que ça a été une honte pour tous les Espagnols et pour tout le monde. Ça c'est effectivement nous qui devons en rendre compte. Maintenant, on le fait culpabilité ou fierté. À la limite, c'est nous. Ce n'est pas nos parents ou nos grands-parents. Enfin, en tout cas, bravo pour le film. Merci, en tout cas. Merci. Mais en fait, vous avez parlé de Druillet, le dessinateur. On a été en contact. J'étais en contact personnellement avec lui pendant un long moment parce que je voulais l'inviter et j'essayais qu'il participe au film. En fait, ici, il n'y a pas un représentant, un témoin historique de la police française, de la police de Vichy, dans ce cas. Et donc, lui, en fait, le père à Druillet, il était copain avec son grand-père. Oui, d'ailleurs, en réalité, là, je dois corriger un peu le documentaire parce que la scène de l'arrestation quand il capture à Companys, peut-être ce n'est pas Urraca, c'était surtout Druillet, Victor Druillet qui était présent. Et Victor Druillet, après, il est attaché, disons, à Pedro Urraca. C'est le policier français qui fait vraiment les détentions des gens qu'indique Urraca. Donc, ils étaient vraiment collaborateurs. Et en revenant aux désobéissants, pour moi, en France, Philippe Druillet était vraiment le premier désobéissant quand il a écrit son livre où il raconte toute sa rage, toute sa honte. Moi, j'ai voulu le contacter. Et j'ai fait des recherches. Je ne savais pas du tout qu'il était le dessinateur que, par après, j'ai su. Mais il avait sur sa page web quelque chose, plus ou moins, qui disait n'essayez pas de me contacter, je ne veux rien savoir du monde. Et quelques années plus tard, tu as essayé, c'était vraiment impossible. Il ne veut plus. Ça lui coûte trop. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres écrivains français ou d'autres personnes qui ont écrit, mais il n'y a pas un groupe. Je sais, il y a Michel Séoné, par exemple. Il y a deux ou trois autres écrivains que je sais, que j'ai lu leurs livres de désaffiliation. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas un groupe et bon, il faudrait penser à le mettre en marche. Et je voudrais juste, à propos de la culpabilité, vous avez tout à fait raison. Objectivement, les enfants ne peuvent pas porter le poids des fautes commises par leurs parents. Mais c'est vrai que dans notre culture, la représentation qu'on a de la filiation fait que on y pense quand même. Par exemple, des expressions comme tel père, tel fils, ou les chats ne font pas de quoi voilà. les équivalents en espagnol. Et même depuis la Bible, qui dit « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération, qu'on soit ou non croyants », ce sont des représentations culturelles qui façonnent notre vision du monde et notre conception de la filiation. Donc, voilà. Oui, mais pour revenir, excusez-moi, pour revenir à Philippe Druillet, en fait, Druillet, il voulait participer dans le film, mais il était tellement malade qu'il n'a pas pu. C'est-à-dire, moi, j'ai discuté pendant des heures avec lui au téléphone. J'ai eu au téléphone plusieurs fois. Et on a discuté pendant des heures. Mais déjà, il m'a dit, je suis malade, j'ai assez donné. C'est-à-dire, déjà, il avait dénoncé son père parce que lui, il a vécu. Son père, il s'était réfugié à Figueras, à côté de la frontière. Il est enterré à Figueras, en fait. Et donc, lui, il a vécu avec son père. Et il savait, même s'il a dévoilé petit à petit ce qu'il avait dedans, dans les films qui a été fait par une collègue à nous tous, c'est de ma génération, qui a fait les films de Philippe Druillet et les films d'Hyper à Loreto. En fait, ils sont ensemble, et c'est un très beau film d'ailleurs, et dans lequel
ils n'exposent pas ce que nous avons fait ici, mais ils parlent de cette sensation de comment ils dévoilent la douleur, pourquoi, comment le faire, etc. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais c'est un autre film, en définitive. Un film, ça dure 1 heure et demie, peu importe, mais on traite un sujet, on ne peut pas en traiter 50. Nous avons fait ces chemins, on a parcouru ces chemins avec ces films, parce que l'autre a été déjà fait. Et donc, malgré que nous y avons mis le père à Loreto et en même temps, on voulait y mettre Druillet, ça ne nous a pas empêché d'universaliser par rapport à ce qu'ils avaient fait. C'était ça notre intérêt. En définitive, c'était notre point de vue, c'est tout. Mais vous devez savoir que c'est très réconfortant quand on écoute ce genre de propos, non? Que nous ne sommes pas coupables, mais c'est vrai que la tradition veut qu'on porte cette culpabilité. Merci beaucoup. Oui, merci. Mais ça dépend aussi. Moi, je pense que ça mérite une discussion plus large. Druillet, il se sentait coupable, par exemple. Il en est malade de ça. S'il vous plaît, vous pouvez nous dire jusqu'à quelle année votre grand-père a travaillé en Belgique, à Bruxelles, puisque j'ai cru entendre qu'il s'était occupé aussi des militants basques de l'ETA. Oui, effectivement, jusqu'à 1992. Excusez-moi un moment. Et comment est-ce possible qu'un homme qui a été condamné à mort en France, enfin, quelle est la force, enfin, on voit un peu la force du franquisme qui réussit bon, enfin... Oui, c'est-à-dire comme il est condamné à mort en France et il est poursuivi par les polices des Alliés, c'est-à-dire la police belge le poursuit, la police britannique le poursuit, toutes les polices alliées le poursuivent, mais ils poursuivent Pedro Urraca Rendueles. Alors il rentre en Espagne quelques mois et quand il est transféré en Belgique, il est vraiment sous couverture diplomatique, chose qu'il n'avait pas en France. Et deuxièmement, et surtout, il s'appelle Pedro U. Rendueles. Et même sa femme change complètement le nom. Donc, ils sont sous couvert diplomatique et sous couvert d'un faux nom. Et ils travaillent jusqu'à 1989. 82. 89, c'est l'année que je l'ai connu. 82, jusqu'à 82. Mais il avait bien plus que les 65 ans il est resté beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, quand à l'âge de la retraite, il n'a jamais pris. Il a continué à travailler parce qu'il avait un réseau en Belgique, il avait un réseau. Et donc, on a des fiches de lui jusqu'à 1981. Et puis en 1981, sous le gouvernement socialiste de Felipe González en Espagne, il a été appelé à Madrid et il a été mis à la retraite obligatoire, enfin, par décret, c'est un ordre, mais par des histoires d'argent non claires. Est-ce qu'on sait pourquoi le gouvernement espagnol actuel, socialiste, ne libère pas les archives sur le franquiste? En France non plus. C'est-à-dire, ça c'est, excusez-moi la réponse, c'est pas, c'est-à-dire, mais il faut le dire, c'est-à-dire, ça dépend, chaque fois qu'un président est élu, il décide si des archives sont ouvertes ou pas. Et donc, Hollande, à l'époque, a ouvert des archives qui ont été refermées par la suite par le suivant président. En Espagne, c'est pareil. Sauf qu'en Espagne, toute l'époque du Parti populaire, toutes les archives ils ont été fermées. Il y a eu qu'une période, c'est la période de Zapatero, qui ont été ouverts et par la suite, ils sont fermés. Toutes les archives qui correspondent aux archives policiers, espionnage, etc., tout ça, c'est fermé. C'est tout. Il n'y a pas de dérogation spéciale. C'est fermé, c'est un point, c'est tout. Vous pensez que c'est dans un souci d'apaisement, de réconciliation nationale? Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Justement, c'est le contraire. C'est un avis. J'ai pas.
C'est un avis. Est-ce que vous savez si Pedro Urraca a été mêlé en quoi que ce soit à l'affaire Finali? Parce que ce serait peut-être une histoire intéressante pour un réalisateur. Cette affaire Finali, ce sont des enfants juifs qui ont été recueillis par des familles catholiques, très catholiques, et les parents étant morts en déportation, à la fin de la guerre, ces enfants n'ont pas été restitués à leur famille, aux survivants de leur famille. Et ça a été à un moment donné un grand scandale en France. Ces enfants ont été envoyés en Espagne, et pendant qu'ils étaient en Espagne, le gouvernement franquiste, qui a de la suite dans les idées, eh bien, a envoyé à la France un mémorandum demandant que lui soit livré, en échange des enfants, une série de résistants qui résidaient en France. On parle pas mal de l'arrestation de du travail de Pedro Urraca sur 2 personnes, mais on est assez vague sur le reste de son travail, enfin travail entre guillemets. Et deuxième question, pourquoi les documents sont transférés en Catalogne? Mais pourquoi pas tout simplement à Salamanque, ce serait plus logique. Troisième question, pourquoi est-ce qu'à Paris, vous l'avez dit précisément, il n'a pas bénéficié de la protection diplomatique qui lui aurait permis d'éviter d'être condamné? Et quatrième question, est-ce qu'il y avait des ambiguïtés dans le comportement de la représentation espagnole en France concernant la protection des juifs espagnols? Est-ce qu'il n'y en a pas qui ont été, mais je le pose dans le sens d'une question, effectivement bel et bien sauvés par l'ambassade ou pas? Ça fait beaucoup de questions, mais on va essayer de répondre. Je commence peut-être par la dernière parce que c'est celle que j'ai retenue. C'est vrai qu'à l'intérieur de l'ambassade, il y a eu Roland de Miota, qui était le consul. Et lui, vraiment, il a sauvé quelques juifs séfarades. Mais justement, parce que les Allemands et Pedro Urraca commençaient à savoir que quelque chose se passait, et les Allemands, ils ont forcé le ministère de l'extérieur espagnol pour le sortir du poste. Et donc, pendant quelque temps, c'est justement Urraca qui était le consul chargé, en absence d'un nouveau. Parce que les Allemands, ils ont poussé pour que Roland de Miota rentre en Espagne parce qu'il était en train de protéger vraiment des Juifs. Ça, c'était la quatrième question. La troisième, c'était au sujet de l'immunité diplomatique, oui. Pedro Urraca était vraiment un policier, c'est-à-dire même avant la République, il était déjà policier. Donc, il appartenait au ministère de l'Intérieur et il devenait détaché en France. Et il devenait aussi un peu du ministère des Affaires extérieures. Mais il n'était pas personnel diplomatique. Donc, justement, son procès en France a duré si longtemps parce que la justice française même ne savait pas s'il était couvert par l'immunité diplomatique ou pas. Quand finalement, de la part du ministère des Affaires étrangères français, est venue la sécurité, l'assurance pour le juge qu'il n'était pas un diplomatique, c'est là que l'arrêt est arrivé. Et la deuxième et la première question, en Catalogne. Bon, c'est peut-être l'offre que Gemma Aguilera offrait à mon père. C'est vrai qu'il y a d'autres archives où cette documentation aurait pu arriver, mais c'est vrai que les archives nationales de Catalogne, ils ont beaucoup de moyens, ils sont très réceptifs à recevoir beaucoup d'autres fonds, et c'est peut-être un moyen aussi pour les historiens de trouver la documentation beaucoup plus accessible ou plus facilement que dans d'autres archives qui ont tellement de kilomètres et d'autres sujets tellement divers que les documents se perdent dans des milliers de kilomètres. Donc c'est peut-être un très bon choix d'avoir fait cette donation à justement cette archive.
Et en plus, selon Gemma Aguilera m'a raconté personnellement, c'est le père à Loreto qui a choisi les Archives nationales de Catalogne en tant que réparation de la mort de Louise Compagne. Voilà, c'est la fine histoire. Évidemment, il y a plein d'autres raisons, c'est une addition d'événements pour prendre cette décision. Mais la première, c'est celle-là en tout cas. Et donc, c'est la fameuse photo de Compagne qui a été découverte à Hendaia, juste au moment avant d'être livrée de l'autre côté de la frontière. Et parce qu'il y a une histoire qu'il faudrait peut-être que Loreto, elle a le droit, c'est la famille. Et que Loreto raconte, c'est par rapport à comment son père a retrouvé cette photo, comment il a découvert cette photo. Enfin, moi j'ai l'explication enregistrée donc, de l'autre film, donc je le sais. Je ne sais pas si toi tu en sais davantage ou pas. Je ne me rappelle pas trop bien, mais apparemment, une des fois que mon père est allé en visite à l'appartement de Madrid, où son père était déjà mourant et sa mère seule, il a commencé à fouiner dans la librairie, il a trouvé un livre, ce livre qui apparaît de Joan Larch, et quand il a pris le livre, la photo est tombée. Et donc il a pris la photo et sa mère apparemment elle s'est énervée, elle lui a dit ne touche à rien, laisse le livre où tu l'as trouvé. Et lui il lui a posé la question qui est-ce cette personne? Et je crois qu'elle lui a dit que c'était un ami. Donc, ce qui explique un peu les choix aussi. Donc, ou le premier, c'est-à-dire comment ça part, comment par la donation de cette archive aux Archives nationales de Catalogne. Le gouvernement franquiste, on a toujours parlé d'une liste de 700 noms que Franco souhaitait récupérer, c'est-à-dire extrader, récupérer, arrêter et déporter en Espagne, en définitive c'était ça, 700 noms. Ces 700 noms, cette liste on ne l'a jamais trouvée, c'est-à-dire, mais on a trouvé des fragments de cette liste. Dans le film, il y a les fragments où il y a Louise Compagne. Mais il y en a d'autres fragments de cette liste, parce qu'il y a des gens qui la recherchent en ce moment. Mais c'est vrai qu'on a toujours entendu parler de ça, mais on ne l'a jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu la liste de 700. Donc, ça nous donnerait, peut-être, ça nous donnerait des informations que nous n'avons maintenant. Bon. Urraca, ce n'est pas le seul, c'est-à-dire, ici, on a mis les gens qui étaient importants par rapport à la République. Mais il y a des dizaines d'autres, de gens qui ont été déportés en Espagne. Ça, on le sait aussi. Mais nous n'avons pas la sécurité parce qu'on n'a pas accès aux archives. C'est-à-dire, nous savons des choses par la documentation trouvée. Et en France, souvent, c'est-à-dire, pour Compagne, c'était les archives de la santé au départ. Par la suite, il y a eu les archives déjà du même Urraca, etc. Donc, c'est-à-dire, c'est une recherche qui avance très lentement. Il a failli, je me répète, mais il a failli 4 générations pratiquement de chercheurs pour arriver là où nous en sommes. Je ne sais pas si on a répondu à toutes vos questions. Bonsoir. Alors, je voulais premièrement vous remercier pour le film, pour les témoignages historiques, pour cette reconstruction historique qui est à la fois personnelle mais universelle. Je trouve que c'est un acte très courageux de votre part et c'est un acte aussi courageux de continuer à porter ce nom. Je pense qu'à ce jour, il y a beaucoup de monde qui essaye de reconstruire désespérément le passé pour les gens qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas voilà, la vie de leurs parents. Et du coup, je trouve que le fait de le faire, c'est courageux, c'est important et c'est ce qui fait que vous puissiez vous-même vous construire et vous reconstruire et en fait donner ce témoignage, le partager avec le monde entier. Et je trouve que justement le fait de porter ce nom fait que le passé ne soit pas effacé et que ça parle à tout le monde. Première chose. Deuxième chose, je voulais vous demander, vous avez fait ce parcours du coup de défiliation, comme vous dites, mais j'imagine que vous savez très bien qu'il y a des personnes, enfin qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le même parcours que vous, mais qui
embrassent, qui partagent encore la cause de leurs parents, de leurs arrière-parents, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Italie, etc., etc. Et la question que je me posais, c'est est-ce que ça vous arrive d'échanger avec ces personnes qui partagent encore des causes, qui les nient pas, mais qui au contraire sont encore de l'avis de leurs arrière-grands-parents. Est-ce que ça vous arrive et quel est, si c'est le cas, quel est le rapport entre vous ou bien quel est votre point de vue par rapport à ces personnes qui continuent la cause, même politique, des personnes qui ont été des criminels de guerre. Voilà. Mais merci en tout cas. Bon, non, personnellement, je n'ai aucun intérêt à me rapprocher de quelqu'un qui est fier de son arrière-père, parent ou quoi que ce soit. Par contre, moi, j'ai retrouvé ma famille à des milliers de kilomètres parce que justement, on a ce même sentiment de honte. Et c'est ce que tu disais un jour, la honte ne regroupe pas. Quand on est fier de quelqu'un, si, c'est facile de se regrouper. Mais par contre, quand on est toute seule, on se sent très seule parce qu'on a honte et on est un élément qui lutte un peu contre courant et se retrouver, ça nous aide beaucoup. Mais non, moi, j'ai pas pris contact avec des descendants de tortionnaires qui soient fiers, non. Et juste, je voudrais ajouter qu'on a parfois réfléchi à cette question et on comprend tout à fait qu'il y ait des personnes qui ne puissent pas aller jusqu'à la prise de parole publique en tant que descendants d'eux. Donc on accepte en tant que désobéissants toutes les étapes de ce processus. Mais revendiquer publiquement cet héritage, c'est autre chose. Et là, on tombe dans le négationnisme, qui malheureusement n'est pas condamné au Chili, en Argentine, en Espagne non plus, je pense. Mais voilà, donc par rapport à ça, on est très clair. Et moi non plus, je n'ai pas rencontré, je ne souhaite pas rencontrer des personnes qui revendiqueraient cet héritage mortifère. Moi, je pense qu'on peut les remercier tous les trois. Et il faut vraiment que ce documentaire puisse être diffusé au maximum. Merci à vous.